Bonjour papa, docteur Pénoël, ça va bien? Bonjour Magali, tout va très bien. Ça va très bien. Alors j'avais pensé faire une petite rubrique qu'on allait appeler «Réponse à vos questions» et il y a une question qui m'a été posée, ce matin donc par Marie-Christine et je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire une vidéo pour en faire profiter le plus grand nombre. Donc je vais te lire, la question qui a été posée. Donc c'est par rapport à l'hypertension. Alors voilà, donc hypertension, une personne, qui a toujours eu une tension parfaite, donc 12/8, mais maintenant la tension, elle approche des 16/10, donc ce qui est, néfaste pour le cœur et risque d'AVC. Et la personne donc précise que cela est sans doute lié au stress, notamment à la peur depuis le début du Covid, avec moins de sport, avec du home working, donc du télétravail. Et la personne me précise que ça ne doit pas être causé par la nourriture, car je suis végétarienne depuis 50 ans et je fais très attention à prendre vitamines, oligo-éléments. Et la personne me dit, voilà, je suis perdue car je ne prends rien comme médicament à 63 ans et je n'ai pas envie de commencer avec le chimique. Donc, je pense que ça serait intéressant de donner une réponse à cette personne. Euh, Ben, je vais te laisser parler. C'est toi le médecin qui a l'habitude. Voilà. Bien, alors je ne prétends pas être le médecin en charge de cette personne. Chaque personne est un cas individuel, mais je me sers de cet exemple pour apporter ce que j'appelle une réponse générale dans le sens d'une attitude, une manière de raisonner, une façon d'aborder la problématique. C'est ça qui m'intéresse. Comme toujours, donne un poisson à un homme, tu le nourris un jour, apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour le reste de sa vie. Donc, ce que Oui. nous faisons ensemble ici, c'est d'apprendre à pêcher. Hmm. Comment s'appelle cette personne? Alors, c'est Marie-Christine. Marie. Marie-Christine. La première chose que je voudrais demander à Marie-Christine, c'est à quelle date ce diagnostic a-t-il été posé? Mhm. Et je voudrais savoir si Marie-Christine dispose chez elle d'un tensiomètre, parce que maintenant, c'est quand même quelque chose qu'on acquiert très facilement. Mhm. Première des choses dont on doit se méfier, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche. Moi, j'ai Mhm. connu des patientes et des patients, mais surtout des patientes qui avaient une tension mesurée chez eux qui était modérée. Et à chaque fois qu'ils sont dans un cabinet médical, dans un hôpital, avec un chirurgien, un Ah oui. anesthésiste, on s'aperçoit qu'il y a une modification. Ah oui. Donc, d'accord. Donc, le diagnostic a été posé a priori dans un cabinet médical. Enfin, ce n'est pas précisé, mais je suppose. Alors, je vais te lire. Donc Marie-Christine me dit, on vient, alors attends, parce que mon portable s'est éteint, on vient de me découvrir hyper tendue et cela semble toucher pas mal de personnes. J'en entends beaucoup parler autour de moi. Donc, on vient de me découvrir, donc ça doit être à mon avis aujourd'hui ou hier, c'est très récent. D'accord. Donc, je vais demander à Marie de faire quelque chose de simple. Si elle ne dispose pas d'un tensiomètre, maintenant, on peut en trouver très Ouais. facilement dans les pharmacies, sur Internet. On n'est pas obligé d'investir, mais vu que c'est un problème sérieux, ça vaut le coup d'investir quelques dizaines d'euros. Et Mm. je vais demander à Marie-Christine, donc, de mesurer le matin, le midi et le soir, le matin dès qu'elle se réveille. Et elle va noter tous ces chiffres. Et déjà, Mhm. elle va voir si ce 16-10 qu'on a trouvé une fois dans le cadre d'une consultation, et tu sais comment c'est, hein, on a Ouais. accroché le médecin, on est stressé, il y a le confinement, etc. L'attention, c'est quelque chose de très labile. Ça Alors, peut si je peux effectivement. me permettre, en fait, je comprends le sens de ta question. C'est parce que c'est une personne qui a un mode de vie sain, à qui on vient de découvrir ça. Donc, comment te dire? Je pourrais presque entendre que tu remettrais en doute le diagnostic qui a été posé. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que tu as pris en compte que cette personne, elle a quand même suffisamment d'atouts pour ne pas s'affoler par rapport à ces chiffres qu'on vient de lui trouver. C'est ça l'idée. C'est vrai, mais ça va aussi plus loin. Tout Mm. diagnostic, surtout quand c'est un petit peu sérieux et que ça, euh, on va dire, projette vers l'engagement sur un traitement qui n'est pas un traitement anodin, un traitement pour Oui. l'attention. C'est pas anodin, surtout que dans cette phase de Covid, on sait que ce virus se fixe sur les récepteurs qui sont liés à l'angiotensine, et qu'il y a tout un rapport justement entre ces récepteurs, les médicaments qu'on donne. Alors, c'est toute Ouais. une controverse, mais on est sur un terrain très délicat, d'autant plus qu'il y a le Covid. Donc, ne Mm. commençons pas pour une personne qui a une vie saine et qui, Mhm. pour une fois, a eu une prise de tension, ça va nécessiter d'autres prises de tension, comme elle ne va pas déranger son médecin.
je pense que le plus simple, c'est effectivement de faire l'acquisition de cet appareil et pendant une semaine, 3 fois par jour, de mesurer la tension, de noter le chiffre de la minima et de la maxima. Et donc, on aura une idée plus claire de 2 choses l'une, soit effectivement, on va trouver une confirmation, ou presque une confirmation, à quelques différences près, de ce que l'on a vu, soit on va peut-être être plus rassuré parce qu'on va peut-être trouver des chiffres qui ne sont pas dans cet ordre de grandeur, qui peuvent être des chiffres purement circonstanciels. Donc, tu vois, Oui, ce que je distingue, c'est c'est le important. structurel et le conjoncturel. Pour moi, pour l'instant, j'ai une prise de tension conjoncturelle. Est-ce que ce sera confirmé d'une manière structurelle ou pas? Si ce n'est pas le cas, on sera rassuré. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on commencera à s'engager vers cet arbre décisionnel algorithmique avec des séries de flèches et de divisions et de flèches et de divisions. Alors ça, c'est très important parce que c'est vrai que on imagine la petite recette hypertension et huile essentielle, je prends quelle huile? Et là, ben, on est carrément dans le diagnostic, dans la prise en compte qu'effectivement ce syndrome de la blouse blanche, je n'y avais pas du tout pensé que ben, on peut avoir effectivement une tension plus élevée dans un contexte différent. Donc c'est une approche qui est très intéressante. Et je pense on est loin des huiles essentielles, là, je dirais quelque part, tant mieux, parce que la vraie médecine et le vrai rapport du diagnostic, c'est vraiment dans cette attitude-là que tu es en train de nous faire partager. Imaginons le pire des cas. Alors, on espère le mieux, évidemment, hein, pour Marie-Christine, le meilleur pour elle. Mais imaginons le cas d'une personne où, bah, effectivement, ça se confirme, il y a ce problème au niveau de la tension. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, normalement, là, je te parle en tant que médecin qui a été formé à la faculté de médecine. Dans notre enseignement, on distingue ce qu'on appelle l'hypertension essentielle, c'est comme ça qu'ils l'appellent, Oui. de l'hypertension secondaire. Hypertension essentielle, ils disent on ne trouve pas une cause. Hypertension secondaire, il peut y avoir des causes. Je te donne par exemple une cause qui est très connue, c'est dans le cas où l'artère rénale est rétrécie, obligatoirement, ça va créer une augmentation de la tension. Ça paraît comme ça curieux, mais pourquoi c'est important? Parce que là, il faut une intervention chirurgicale au niveau de l'artère et le problème de la tension va cesser. Ce serait quand D'accord. même idiot de commencer à prendre des médicaments alors Ouais. qu'on a une cause chirurgicale qui doit être absolument traitée. Donc, normalement, un J'ai problème envie de te d'hypertension, couper, j'ai envie de te couper. Je suis désolée, je te coupe parce que ça me passionne. Si tu dis que ce serait idiot de prendre des médicaments, mais j'ai envie de dire que ce serait idiot de prendre des huiles essentielles aussi, puisque là, c'est vraiment une cause mécanique, on est d'accord? oui, mais moi je mettais médicaments parce que le médecin est Oui, j'ai prescripteur. compris. Ouais. Enfin, si tu veux, l'huile essentielle, pour moi, en tant que médecin, c'est la dernière chose à laquelle je pense. Quand on me parle d'un problème, je déroule ma formation médicale, d'une Ça, part. ça, il faut le dire, il faut le dire, il faut le redire. Et j'invite les personnes, notamment les professionnels qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît, quand on est vraiment en médecine, on commence par de la médecine. Donc, c'est très important que tu le dises, toi, médecin aromathérapeute, que les huiles essentielles, c'est la dernière chose que tu regardes. Tu es quand même un médecin aromathérapeute, mais je suis contente de te l'entendre dire. Je suis d'abord médecin. Mm. Ensuite, je suis aussi médecin en médecine énergétique, médecin avec une approche homéopathique, médecin avec une approche de médecine naturelle et médecin avec une approche psychosomatique et je dirais même psychospirituelle pour couronner le tout. Et c'est donc toutes ces casquettes qui vont faire une casquette Oui, multicolore oui. qui font que l'approche thérapeutique, elle Mm. viendra une fois que j'aurai mis en œuvre mes différentes catégories de raisonnement. Donc là, ce que tu as dit, c'était important. Tu disais juste un petit geste chirurgical et finalement, on règle le problème. Évidemment, on a l'obligation en tant que médecin, si tu veux, j'ai trouvé une tension élevée, en soi, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome d'hypertension. Et qu'est-ce qui se passe pour que ce syndrome se soit constitué? Soit on ne trouvera pas de causes sur lesquelles on va agir. Alors nous, en médecine naturelle, on va les trouver. Mais je parle là, dans le cadre purement de la médecine conventionnelle, eux, ils disent on n'a pas trouvé de cause. Si tu changes de cadre de référence et que tu vas voir ton naturopathe ou ton médecin énergéticien ou ton médecin psychosomaticien, eux Ouais. vont trouver des causes que le médecin qui n'a que le cadre de référence de la médecine conventionnelle ne pourra pas trouver. Il va dire hypertension essentielle, hypertension idiopathique. Or, ce patient qui va commencer à marcher, à Ouais. respirer, à changer sa nourriture, à se faire de la relaxation, bah, on verra que tout d'un coup,
en quelques semaines, les choses vont s'arranger, alors qu'il était parti sur un traitement qui, quand on commence à le prendre, bien souvent, c'est pour le reste de son Ouais, existence. Ce n'est pas une petite décision de ouais. commencer un traitement Donc, d'hypertension. au niveau de l'algorithme, là, de la réflexion, donc, euh, soit ça se résout, elle prend elle-même ses mesures et tout va bien, parfait. Soit effectivement, ça confirme ce que le médecin avait vu et auquel cas, on regarde s'il n'y a pas une origine mécanique. Imaginons, on exclut l'origine mécanique. Première façon de penser. Qu'est-ce qu'on regarde ensuite? Donc, ce n'est pas un problème mécanique. Alors, je dis toujours à mes patientes et mes patients, en dehors des grandes urgences, que le médecin, il a une formation de la faculté de médecine. Et tu sais, la question que je pose, Magali, c'est amusant. Si toi, Magali, tu prends le pis de la vache et que tu serres tes doigts l'un après l'autre sur le pis de la vache, quel liquide va sortir du pis de la vache? Tu as l'habitude de faire ça, on dirait, hein, l'un après Ah l'autre. oui, j'ai fait tous mes patients, ça, hein. Puis Ah, j'ai ah. très peu de chefs dans ma vie, hein. Ah, voilà. Eh bien, tu vas sortir, bien sûr, du lait. Oui, et pas du lait de chamel, pas du lait de bufflesse, du lait de Ouais. vache. Bien. Or, le médecin a été formé, formaté à la faculté de médecine. Mm. La seule réponse qu'il est en mesure d'apporter intellectuellement et même d'un point de vue déontologique et d'un point de vue responsabilité professionnelle, un diagnostic, on sort le tiroir, une D'accord, molécule, ou alors une opération chirurgicale, ou alors, si ce n'est pas du ressort, c'est la psychiatrie. Mais il est formaté pour ça. j'ai compris. Donc, moi, ce que je dis à la patiente ou au patient, il n'y a pas d'urgence, on va discuter. Je dis toujours, on a le droit de discuter de ce que j'appelle le choix des armes. D'un côté, on a des armes allopathiques qui sont puissantes, dont on peut avoir besoin occasionnellement dans des cas précis, mais on n'a recours à ces armes qu'après avoir épuisé tout le reste. Et on le Mm. sait très bien, par exemple, Magali, on ne parle dans le diabète. On dit, on ne comme diabète 2, hein, attention, pas le diabète 1. Dans le diabète 2, et c'est écrit partout, on ne commencera les médicaments pour soigner le diabète, donc les antidiabétiques oraux, pas l'insuline, uniquement après l'échec de la réforme de l'alimentation et de l'exercice physique. C'est écrit partout, en pratique, entre Oui. nous. Hein, ce n'est pas un secret. Comme c'est bien difficile de faire toute une démarche d'exercice physique et d'alimentation aux Mm. patients, le médecin choisit la facilité. Mm. Mais dans, je dirais, la théorie, et c'est la Sécu et la haute autorité de santé qui l'impose, après échec de la réforme de la nutrition et de la prise en compte de l'exercice physique, si les chiffres de glycémie restent élevés, on est autorisé à passer aux médicaments. Eh bien, c'est D'accord. pareil pour l'hypertension. La C'est première des toujours choses. pareil quand on parle d'abord d'aller toucher sa pharmacie intérieure. C'est-à-dire, j'ai des outils d'auto-guérison, mais pourvu que je suis prêt un petit peu à faire l'effort, bah, sinon, bah, je vais chercher la pharmacie extérieure. Donc, c'est un petit peu toujours ce rapport à soi et qu'est-ce que je suis prête, moi, à investir. Donc, ça, c'est la haute autorité de santé qui dit ça. Donc, pas de problèmes chirurgicaux, pas de problème à ce niveau-là, pour en revenir à l'aspect de l'hypertension. Qu'est-ce qu'on regarde ensuite comme facteur? Alors, à ce moment-là, puisqu'elle semble avoir considéré que le manque d'exercice physique et le stress ont joué, on va essayer de mettre en place des conditions pour que l'exercice physique reprenne l'importance que ça avait dans sa vie d'avant Oui. et on va s'orienter vers des choses qui vont permettre de se déstresser. Alors, ça peut être des choses personnelles, hein, relaxation, musicothérapie, souffle, yoga, bain, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et si on doit ajouter à cela certaines plantes ou certaines huiles essentielles, alors en plante, on connaît tous la passiflore, la valériane, l'escolzia, on verra son sommeil aussi, comment il est, on verra s'il n'y a pas des facteurs de stress, de confinement, s'il y a la marie sur le dos, s'il y a la... Tu vois, tout ça, je donne des idées générales. Oui. Je ne suis pas ici en train de donner une consultation à une personne en particulier, mais à passer en revue les éléments qui vont jouer sur le stress et tous les éléments sur lesquels j'ai une action, il y en a sur lesquels je n'ai pas d'action. S'il y a du bruit tout le temps dans la ville où j'habite, je ne peux pas faire arrêter le bruit. À la limite, je peux mettre des boules caisses. Ouais, Mais ouais. tous les facteurs qui sont sous ma dépendance, qui ont une influence pour causer le problème et sur lesquels je peux agir, soit pour les supprimer, soit au moins pour les atténuer, je vais agir dessus. Une fois que j'aurai fait ça, je vais voir si j'obtiens une baisse et si cette baisse est significative pour me remettre dans la zone de sécurité. Si ce n'est D'accord. pas suffisant,
je vais passer à des mesures un peu plus importantes, toujours en évitant les médicaments. C'est une C'est sorte quoi des mesures plus d'escalade. importantes? Qu'est-ce que c'est des mesures plus importantes? Ça veut dire Ah bah, quoi? tu vois, si par exemple, je suis resté simplement sur une petite tisane de plantes, des choses, je dirais, assez douces, dans ce cas-là, je vais aller plus loin dans la démarche et avoir des extraits de plantes plus concentrés, des actions pour les huiles essentielles plus importantes, impliquer également des massages, des techniques respiratoires beaucoup plus performantes. Je vais m'adapter aussi à ce que la Mmh. personne est capable de faire dans la durée. Il ne s'agit pas de dire ça, je vais le faire un soir, après j'oublie. Donc, dans l'approche médicale intégrative, la prise en compte de ce que la personne peut faire réellement dans Mmh. la durée, c'est ce qui nous importe, c'est ce qui fait la différence entre un médecin proche de la personne et un médecin qui répète ce qu'il a vu sur Internet. Dans ce Oui, mais cas-là, alors moi, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Alors, je vais la poser parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui se la posent. Les huiles essentielles anti, comment on va dire, anti-hypertension. Alors, tu vas me dire, ça n'a aucun sens. Ou... Ça existe, ça n'existe pas? Est-ce que ça fonctionne comme les médicaments? Un peu, pas beaucoup? Qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport à ça? si on veut vraiment me pousser dans ce côté-là, je dirais que c'est essentiellement dans l'influence du stress qu'on va jouer. Donc, si on pense à l'influence du stress, tu connais très bien, Magali, hein, ce qu'on a chez nous, hein, Oui. c'est ce côté détente avec les esters, donc lavande ou lavandin, géranium, petit grain bigarade, ylang-ylang, c'est nos formules classiques. On les a utilisées depuis longtemps, en olfaction, en massage essentiellement, et déjà, ça permet de faire baisser très simplement. On peut Mmh. très bien penser les appliquer au niveau des carotides, au niveau de la nuque, comme ça on les respire en même temps, on joue sur des récepteurs importants. Si on a la chance d'avoir un compagnon, une compagne qui peut masser le dos, ben c'est Ouais. formidable. On peut en mettre un peu dans bien sûr un shampoing, en mettre dans le bain pour prendre des bains chauds qui détendent. On peut les utiliser avant de dormir. Question Donc, naïve, papa, question naïve, la différence entre le médicament et le petit massage aux huiles essentielles à base d'ester pour amener cette action de relaxation et détente. C'est quoi la différence de mécanisme d'action? Donc, je viens de l'entendre qu'avec les huiles essentielles, ça va agir sur la notion de stress, de détente. Le médicament, j'imagine qu'il n'agit pas comme ça. Comment il agit? J'essaye de comparer les deux propositions. Tu vas me dire rien à voir, mais c'est voilà, je une pose la question, question. c'est une question compliquée parce que pour l'hypertension, on a des classes de médicaments qui sont qui dépendent des fonctions chimiques qu'on utilise. Donc, tu te rends compte que la fonction thérapeutique est bien liée à la fonction de la molécule. C'est un Mhm. débat qu'on a eu, mais ça, c'est très clair. Donc, si on veut prendre, je dirais, le plus proche, ce serait des bêta-bloquants. Qu'est-ce que c'est que les bêta-bloquants? Ils vont agir effectivement sur le système sympathique. Le système sympathique, il a tendance effectivement à faire monter la tension artérielle. Et nous, on va agir d'une façon où indirectement, on aura cet effet-là, mais d'une manière centrale. Mhm. C'est-à-dire le médicament, il va se fixer sur un récepteur, il va inhiber un système. Donc, on va dire c'est un petit peu l'ouvrier qui frappe sur un clou. Et puis nous, on va agir pour faire en sorte que ce ne soit pas juste taper sur le C'est clou. un petit peu comme créer l'environnement. Avec les huiles essentielles, les plantes et ça, on va créer l'environnement pour que nous, notre corps, il aille puiser dans cette pharmacie et qu'il aille faire rejaillir les outils nécessaires. Alors que dans les bêta-bloquants, c'est je fais à ta place. Donc, je bloque, mais je ne mobilise pas l'intelligence de mon corps. Donc, à un moment, ça va créer des dérèglements. Et, Je comprends cette grande différence. Dans un cas, on mobilise ma pharmacie intérieure, l'intelligence de mon corps, de mon système, et dans l'autre, ben, on fait à ma place. Donc, ça, c'est très différent. D'accord, c'est clair pour moi, là. tu vois, rien que le fait de faire une respiration qui va avoir ce qu'on appelle un impact vagal. Tu sais que le système vagal, c'est l'opposé du système sympathique. Tu vas Mhm. rétablir un équilibre avec prédominance du parasympathique sur le sympathique et tu vas créer cette autonomie dans la gestion de ta santé, de ton bien-être. Simplement qu'un médecin, il n'est pas éduqué pour Mhm. apprendre à son malade à respirer. Moi, je n'ai aucun reproche à la médecine, si ce n'est le fait qu'on a tué la biodiversité intellectuelle dans l'approche de la Mhm. santé. Et qu'un médecin, il est formaté pour s'occuper de la maladie, et que nous, notre approche, c'est de créer de la santé. Si une pièce est dans l'obscurité, je vais chasser l'obscurité, tu amènes la lumière, l'obscurité n'a pas d'existence en soi.
Donc, notre souci en tant que médecin dans les médecines naturelles, énergétiques, etc., c'est de créer des facteurs de santé. Dans les cas extrêmes, et surtout dans les urgences, nous reconnaissons la valeur de l'allopathie. La seule problématique, c'est qu'on nous considère comme médecine complémentaire, alors que dans l'immense majorité des cas, c'est plutôt l'allopathie qui deviendrait, dans certains cas extrêmes, complémentaire par rapport à cette médecine dite complémentaire qui, elle, devient majoritaire, prépondérante et proéminente lorsqu'on a une bonne maîtrise et qu'on sait effectivement approcher le patient dans une démarche intégrative, respectueuse aussi de sa volonté, de sa capacité d'agir et aussi de ses moyens financiers et du temps qu'il peut consacrer. Parce que souvent, dans les conseils qu'on voit, on oublie l'aspect financier et le temps dont on dispose. J'ai une question qui me vient. Dans quel cas tu pourrais dire, c'est-à-dire avec ton approche, on va dire, intégrative, avec tes différentes connaissances des différentes médecines, à quel moment tu dirais, bah là, il faut quand même prendre les bêta-bloquants? Dans quelle situation particulière? Parce que là, on a vu dans le cas de Marie-Christine, c'est une personne qui a une bonne hygiène de vie, qui a conscience de son corps, et que c'est vraiment, c'est pas structure, c'est pas c'est conjoncturel. C'est cette crise de Covid qui a emmené ce problème. Mais j'allais dire, structurellement parlant, elle a le potentiel pour rebondir. Maintenant, dans quel cas tu dirais, bah oui, là, il faut prendre les bêta-bloquants? Dans quel cas particulier tu penses qu'on ne peut pas faire autrement? Je ne vais pas dire seulement bêta-bloquant, je veux dire un médicament allopathique, parce que tu as les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a une chose toute simple à laquelle on doit penser, pas forcément pour cette dame, mais la première des choses à laquelle il faut penser, c'est l'excès de sel. C'est l'air tout bête. Mais combien de fois tu vois des gens qui sont effectivement à utiliser, parce que le sel, il est partout. Et attention, ce n'est pas tout le monde qui est sensible au sel, c'est génétique. Mais Ah si oui, une personne génétiquement est sensible au sel et que tu commences à la bourrer de médicaments alors qu'il suffisait simplement de baisser le chlore de sodium, c'est quand même stupide de passer à côté, n'est-ce bien pas? sûr, bien sûr. Donc, du bon sens. Mais pour reprendre ton exemple, une personne qui, effectivement, structurellement, alors on va dire, a plutôt tendance à être en obésité, en tout cas avec un poids excessif, tu trouves également d'autres facteurs comme une glycémie un peu élevée, des triglycérides élevés, du mauvais cholestérol élevé, de l'acide urique, tout ce qu'on appelle le syndrome métabolique, un stress permanent sur lequel elle n'a aucune action, des circonstances de vie trépidantes, et puis aucune propension à vouloir changer son mode de vie, même sur les facteurs sur lesquels elle pourrait Je agir. comprends. Oui, L'allopathie, elle est là, oui. heureusement. Je ne suis pas l'ayatollah de la médecine naturelle. Il y J'ai a assez tout là. prouvé. Non, mais Oui, quand j'avais 30 ans, peut-être. Bon, oui. maintenant j'en ai 70. L'eau a coulé sous les ponts de Paris et sur les autres ponts. Je connais l'être humain. Et mon rôle, c'est simplement de montrer une manière intelligente d'aborder les choses. Et c'est aussi intelligent de permettre à ta patiente de faire, bien sûr, une autre démarche qu'au patient dont tu juges que vraiment ce n'est pas sa tasse de thé, de le laisser Mmh. prendre son médicament. D'autre part, si quelqu'un a une tension à 22, pas à 16, mais à 22, 12, il risque d'éclater un vaisseau dans le cerveau. Là, on est dans des Je comprends. situations Mais d'urgence. c'est D'accord? intéressant parce qu'on voit que finalement que les médicaments, vraiment quand on a des situations d'urgence ou des personnes qui ne sont pas prêtes finalement à modifier leur vie, c'est très utile. Mais si on a des personnes qui sont prêtes à faire des efforts, qui ont un mode de vie sain, etc., voilà, il y a cette nuance, il y a cette subtilité. Donc, je trouve que ça, comme tu disais, ça crée cette biodiversité intellectuelle et ça ouvre vraiment le regard sur autre chose. Donc, moi, j'aime bien cette façon de, tu vois, d'élargir la vision. C'est très, très intéressant. Parce que la situation structurelle, si tu veux, elle est liée en fait à deux facteurs. Le structurel, effectivement, parce que c'est son mode de vie qui est vraiment très invétéré, sa condition, comme j'ai décrit les différents Ouais. facteurs. Puis le structurel, c'est la personne qui n'a pas, lorsqu'elle va consulter un médecin, la moindre velléité d'envisager qu'on lui demanderait de changer telle et telle chose. L'idée, c'est je vais voir un médecin, il me donne une molécule. Ouais. L'industrie pharmaceutique nous a formaté pour ça. Tu es Ouais. malade, tu prends une molécule et c'est fini. Bon, donc si dans sa tête, il a ce schéma mental, vraiment invétéré, il n'y aura pas vraiment grand-chose à faire. Ouais. Tu comprends? Ouais, c'est ce qu'on dit là sur le programme qu'on est en train de lancer qui s'appelle Pentadrome. La santé, c'est d'abord dans la carte mère. Ma façon de penser va générer ma façon d'agir. Donc ça, c'est super, super important.
Écoute, je te remercie beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo aura éclairci Marie-Christine qui m'a envoyé un message ce matin. Et je pense qu'on en fera d'autres, des vidéos sur ces thématiques avec des questions qui nous sont envoyées. Merci beaucoup, papa, pour cet éclairage. Alors, je demande à Marie-Christine de te tenir au courant, ça nous intéresse. Oui, Parce de nous tenir au courant. qu'on lui a donné quelques pistes en fonction des réponses, on continuera à l'orienter. Vraiment, les personnes qui suivent ta chaîne, ils voient comment on peut apprendre à raisonner. Et ça, ce n'est pas une faculté qui est propre à mon cerveau, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Il s'agit de bon sens, d'intelligence pratique et de simplement commencer un petit peu à ouvrir les yeux sur des réalités. Et ce langage-là, je ne pense pas qu'ils les ont tous les jours sur les petits conseils d'Internet. Donc, moi, je dirais deux choses. Cultiver cette biodiversité intellectuelle, numéro 1. Et numéro 2, la pensée de la systémologie. Et ça, c'est des cours que tu donneras dans nos masterclass. Et si on développe cette pensée de systémologie, je pense qu'on peut gagner en confiance et on peut arriver vers une prise en charge de soi et des autres qui est vraiment intelligente, parce que la vie par nature est intelligente. Et de la planète. Et de la planète. Je sais que derrière cette petite vidéo, il doit y avoir une trentaine de minutes, mais il y a 40 ans et 30 minutes, parce que c'est vraiment toute une expertise et que je suis très heureuse que tu me la fasses partager, que moi je puisse la diffuser sur ma chaîne. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à commenter, poser vos questions, à diffuser aussi, parce que c'est important pour le monde de l'aromathérapie, diffusez-le pour que on sache que l'aromathérapie, c'est d'abord c'est une médecine, c'est une façon de penser. Et puis, n'hésitez pas, si cela vous a plu, à mettre les petits pouces like. Et je le dis à chaque fois, mais abonnez-vous. À très bientôt. Au revoir.